je viens de passer un moment extraordinaire avec Christian Mercier que vous allez découvrir. Un monsieur qui m'a touché énormément où juste à le regarder touche le cœur, touche l'âme et vous allez pouvoir le découvrir à votre tour. C'est un homme riche en expérience, riche en leçons de vie, riche en humanité et je vous demande d'ouvrir votre cœur gros comme ça pour que vous puissiez non seulement l'entendre, mais avec les oreilles du cœur. Parce que c'est là que ça se passe, c'est là que les changements ont lieu. Je vous laisse avec Christian Mercier. C'est tellement un honneur, Christian, pour moi aujourd'hui de te recevoir. On s'est rencontrés, je pense, début d'année 2024, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Et j'ai cliqué sur la personne. Je suis arrivée, j'ai été accompagnée par ton équipe dès mon arrivée. Je suis venue former. Il y avait quelqu'un qui m'attendait à l'entrée, qui m'a dit non, mais tu peux rentrer même s'il parle, là, il n'y a pas de problème. Puis là, j'arrive, je m'attends pas que tu connaisses mon nom et que tu me nommes à travers la conférence de... j'ai été, tu sais, on parle souvent d'expérience client, expérience employé, mais moi, c'est expérience collaborateur, de vivre ça, et ça a été un moment extraordinaire de te connaître. Donc, c'est mon intro cet après-midi. Un bonheur, Christian, de t'avoir aujourd'hui. Un plaisir partagé, ma chère. Alors, avant de parler de toi, aujourd'hui président directeur général de UV Assurance, j'avais besoin de savoir qui tu étais, te connaître un petit peu plus, parce que je te trouve inspirant parce que tu es humain, inspirant parce que tu as un background de l'armée qui fait que certainement que ton leadership est teinté d'une certaine manière, tu as vu des choses, donc j'aimerais qu'on fasse un petit peu un tour de tout ça. Déjà, la première question qui m'est venue quand je préparais l'entrevue, c'est qu'est-ce qui t'a amené à l'armée? Est-ce que ça a toujours été, t'as toujours voulu? Est-ce que c'est des injustices? C'est quoi qui t'a amené à l'armée? Ah, c'est une bonne question. Donc, c'est un rêve de jeunesse. J'étais déjà dans les cadets à l'époque, donc ça m'a quand même donné une certaine exposition à l'environnement militaire. Et rapidement, j'ai développé beaucoup d'intérêt pour la chose militaire. Et moi, je suis originaire de la ville de Québec. Donc, à Québec, il y a la citadelle de Québec, qui est la maison mère du Royal 22e Régiment, un régiment canadien-français d'infanterie. Et j'ai senti l'appel. Et je voulais en faire une carrière, en fait. Et ça a débuté par un rêve de jeunesse, puis ça s'est matérialisé, évidemment, après mes études collégiales pour devenir un officier d'infanterie avec le Royal 22e Régiment. Est-ce que tu as été supporté dans cette décision-là? Parce que souvent, on a peur, hein, la famille a peur un petit peu. Est-ce qu'il y a eu du support? Il y a eu de la réticence? Ouais, moi, j'ai quand même une vie de couple intéressante aussi. Je dis toujours que ma plus grande réalisation, c'est sûrement mon mariage et mes enfants. Donc, j'étais déjà à l'époque avec mon épouse Caroline parce qu'on s'était connus dans les cadets. Et j'ai eu un très bon appui de Caroline. Son père était membre du Royal 22e Régiment, donc ça a été une forme d'inspiration pour moi aussi. Mes parents, eux, étaient peut-être un petit peu plus inquiet de cette décision-là que je prenais, mais j'ai quand même reçu un bon appui de mes parents aussi. Donc, mon entourage était en support, si on veut, avec mon choix de carrière qui était peut-être un peu atypique dans ma famille, là. Quand tu prends ce choix-là, à un moment donné, on t'envoie en mission. Il y a certainement des éléments marquants que tu as vécu. Si tu en as vraiment, ose les donner. Et comment ces événements-là ont teinté ton leadership aujourd'hui, ou de la personne que tu es aujourd'hui, en tant que personne personnellement, mais aussi en tant que leader aujourd'hui? Oui, c'est une excellente question. C'est sûr que la formation militaire vient influencer grandement notre façon d'être avec les gens. Moi, j'étais dans un régiment d'infanterie, donc c'est les armes de combat sur le champ de bataille. C'est pas un métier facile. On voit beaucoup de films à la télé. On pense que c'est très autocratique, très autoritaire. Tout est ordonné. Mais à la fin de la journée, ça passe par une mobilisation des troupes. On travaille ensemble
ensemble dans le chaos, dans des situations difficiles. Donc, je dirais que je suis allé à la bonne école, parce que l'école du Royal 22e Régiment, c'est d'apprendre à prendre soin des gens qui nous sont confiés. Et comme jeune officier, dès mes débuts, j'avais une trentaine de personnes à ma charge. Et on est toujours secondé par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi. Donc, j'ai été chanceux parce que j'ai développé ce leadership-là avec l'aide d'anciens qui avait fait la route un peu avant moi puis qui connaissaient les nids de poules, là. Donc ça a été un bon appui pour moi. Mais c'est des gens qui m'ont montré à prendre soin des gens. Parce que quand on vit des situations difficiles, on a beau faire tous les entraînements possibles, il reste que la dimension humaine prend toute son importance lorsqu'on est confronté à la mort ou des situations où il y a plusieurs morts, plusieurs blessés. Il faut être apte à intervenir dans des situations de crise comme ça. Donc, pour être formé à bien faire ça, ça passe par prendre soin de nos gens, détecter aussi chez nos gens des signes d'anxiété ou de nervosité dans ces situations-là. Puis aussi, peut-être des signes de détresse après avoir vécu des situations difficiles. Donc, je dirais que je suis allé à la bonne école. Et ça a fait de moi un homme très, très sensible au comportement des gens autour de moi, mais à toute l'importance aussi de bien former les gens pour être prêt à ces situations-là. Puis là, il y a toutes sortes de relations qu'on peut faire avec le monde privé après ou dans le domaine des affaires parce que quand on garde l'humain au cœur de nos priorités, ça influence les décisions qu'on prend. Je pense que ça nous permet de prendre des bonnes décisions aussi parce que c'est avec ces humains-là qu'on réussit à se réaliser au quotidien et tout ça. Donc, j'ai fait quelques missions chez nous ici dans des situations là, d'aide aux autorités civiles, ce qu'on se qualifie dans les forces canadiennes, que ce soit des inondations, la crise du verglas, des situations plus difficiles aussi. On peut remonter en 90 à la crise d'Oka, contact avec les Premières Nations. J'ai grandi énormément de ça. J'ai appris beaucoup des Premières Nations sur le terrain aussi. La sagesse de ces gens-là, l'attachement aussi à la terre, aux humains. Ça a été pour moi une expérience exceptionnelle. Et je remercie mon patron de l'époque, un dénommé colonel Gagnon qui nous avait dit parce qu'on arrivait après la Sûreté du Québec, puis il dit, première chose qu'on va faire, c'est déposer les armes, puis on va aller serrer les mains à nos vis-à-vis sur les barricades. Et j'étais très nerveux de ça. Et finalement, ça a été probablement la meilleure chose qu'on a fait parce que cette journée-là, il s'est établi un contact, mais aussi la possibilité de dialoguer tout au long de la crise. Et là, malgré tous les images des médias, tous les reportages qu'on a vus, on avait des relations privilégiées avec ces gens-là qui nous ont permis de passer à travers cette épreuve-là, une épreuve significative, là, et terminer ça d'une belle façon. Et ça, moi, ça a été mon premier contact avec les Premières Nations et ça a été pour moi un déclencheur, un intérêt. J'ai choisi des cours dans mes programmes d'études universitaires plus tard, dans le cadre de mon baccalauréat, ma maîtrise, sur justement les Premières Nations canadiennes pour en apprendre davantage. J'ai été faire un cours dans les communautés Ojibwe du nord de l'Ontario pour en apprendre davantage sur ces gens-là. Donc, ouais, c'est incroyable. C'est une expérience humaine très, très riche qui a façonné un peu l'homme que je suis aujourd'hui par rapport à ça. Il y a ce colonel Gagnon qui a osé déposer son ego, finalement, parce qu'il y a ce qu'on nous dit de faire et il y a c'est de dire je dépose et je vais à la rencontre d'eux. Ouais. Parce que c'est de cette manière-là qu'on peut vraiment tisser un lien finalement avec l'autre. Exact. Ça a été une grande leçon pour moi. J'étais un jeune homme à l'époque, jeune officier dans le Royal 22e Régiment. Et ça a façonné une partie de moi. J'ai eu quelques missions à l'étranger aussi, mais plus particulièrement en Haïti en 97 pendant les élections du président Préval. C'était plus difficile. Il y avait des groupes armés qui conduisaient toutes sortes d'activités criminelles. Malheureusement, il y avait beaucoup de femmes, des fois des enfants, des hommes qui étaient affectés par ça. Puis on leur venait en aide comme on pouvait, là, mais ça a été extrêmement difficile. Mais ça a été un moment marquant de ma vie aussi parce que mon épouse Caroline a accouché de notre 3e enfant pendant que j'étais à l'étranger en mission. Puis je suis revenu seulement quelques jours à la maison pour repartir. Puis à mon retour, notre garçon Frédéric avait déjà 3 mois. Notre plus vieille avait commencé l'école.
Puis notre deuxième est pas loin derrière la première. Là, donc, mon épouse était bien occupée. J'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'elle faisait pour la famille pendant mes absences. Puis, c'est pour faire un clin d'œil à ce que je disais tantôt. Je pense que ma plus grande réalisation de la vie, ce sera sûrement cette petite famille-là que j'adore, mon épouse aussi, là, qui m'ont permis, en fait, de m'épanouir dans ma profession, mais qui étaient là aussi pour me soutenir au travers de tout ça. Puis, ils ont été résilients, puis ils ont été très forts parce que c'est peut-être pas une vie facile, tous ces départs répétés-là, puis les entraînements, puis les déménagements aussi, parce qu'on a déménagé souvent. Mais autant mon épouse que mes enfants ont apprécié l'expérience de la vie militaire, qui est un peu unique, qui développe autant chez les enfants que ma conjointe, que moi, une très bonne autonomie dans la vie. Là, donc, autonomie, puis je dirais même ouverture sur l'autre, ouverture sur le monde, ouverture sur... oui, tout à fait. Sur ces relations, parce que... c'est pas tout noir, tout blanc dans les situations politiques, économiques ou autres, puis on en vit actuellement. Mais de pouvoir regarder les pour, puis tout, les entrants, les extrants, les aboutissants, etc. J'aimerais revenir sur les Premières Nations. Tu sais, tu parlais cette relation qui t'a amené à la nature, qui t'a amené à la terre, qui t'a relié finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation que tu es beaucoup plus, justement, grâce à cette expérience-là, que tu es plus ancré? Est-ce que ça t'a porté? Oui. Je dirais que je suis plus dans la reconnaissance. On vient avec le temps à prendre un peu pour acquis tout ce qu'on a autour de nous. Ça nous permet d'être davantage dans la gratitude et la reconnaissance. C'est un peuple qui a des racines profondes, liées à la terre, à la nature. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans ce sens-là. Et je crois ce qui m'a impressionné le plus, parce que dans le nord d'Ontario, j'avais fait un séjour de tout près d'une semaine avec eux, dans la communauté. C'était le respect, mais aussi toute la place faite aux aînés. Les aînés, les elders, en fait, là, qui sont les piliers de la communauté, puis qui contribuent aussi à toute cette éducation-là de respect, de gratitude, de reconnaissance, au travers de toutes sortes de paraboles et d'histoires qui ont un sens profond à chaque fois. Puis ça, c'était pas déroutant, mais c'était curieux au début pour moi d'entendre toutes ces histoires-là qui, à la fin, ont un dénouement dans lequel tu te dis, voyons, ça fait plein de sens, tout ça. Puis c'est donc logique, en fait, là. Donc, ça m'avait grandement impressionné, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation que quand tu gères tes défis ou ce qui se passe dans la vie, ça t'a apporté cet alignement-là ou cette réflexion-là de dire okay, comment je peux faire pour pouvoir placer l'humain, tu disais l'humain vraiment au cœur de nos priorités, parce que j'ai l'impression, tu sais, on parle de elders, puis je suis indienne née en Côte d'Ivoire, donc nous placer les parents, ça n'a juste pas de sens. Ils se sont occupés de nous pendant 20 ans, on peut-tu donner 20 ans? Donc, après, ils sont en Côte d'Ivoire, mon frère est en France, je suis ici, mais ça reste une discussion à avoir. Fait que c'est tout. Est-ce que tu as la sensation, justement, que ça teinte aujourd'hui la personne que tu es dans tes prises de décision par rapport aux humains et que ça t'affecte aussi parce que il y a des hauts et des bas dans l'entreprise, il y a des éléments qu'on vit, puis... oui et non. C'est la vraie réponse, dans le sens où j'aimerais peut-être ça, être davantage interpellé par cette notion-là, qui est quand même importante. On vit quand même dans une culture chez nous où on place les parents à un certain âge dans des résidences de luxe aussi. Là, ils sont quand même bien à l'intérieur de tout ça. Je pense qu'eux, ils se retrouvent ou ils trouvent un certain bonheur à l'intérieur de ça, mais ça déconnecte un peu les liens familiaux. Un des impacts de la vie militaire, c'est que, chez nous, on a déménagé 12 fois, donc, puis on était souvent loin de la famille, loin de mes parents, loin de mes sœurs. Mon épouse Caroline était loin de ses parents aussi, donc ça crée, je dirais, une dynamique différente, parce qu'on vit pas en communauté proche de nos parents. Donc, c'est différent pour nous de ce que ça aurait pu être, mais ces apprentissages-là que j'ai vécus m'ont quand même donné beaucoup d'intérêt pour la chose, puis m'ont permis d'apprécier tous les bienfaits de ça. Là. Donc, ça, pour moi, c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, ça ferait
ça fait peut-être de moi un meilleur grand-père pour mes petits-enfants. Oui, Dans ce j'aime sens-là, ça. j'ai 2 J'aime petits-enfants ça, ouais. aujourd'hui, puis je me surprends à l'amour que j'ai pour ces enfants-là. Il faut dire que j'ai manqué des premières journées d'école, j'ai manqué des Noëls, des jours de l'an avec mes propres enfants, des journées d'anniversaire. Mon épouse dit des fois que je suis en train de me rattraper un peu. C'est pas faux, mais ce lien-là que j'ai avec mes petits-enfants est important pour moi. Et je pense que cette valeur-là, ben, je l'ai découverte à travers cette expérience-là que j'ai eue avec les Premières Nations, ce lien-là. C'est toujours cet équilibre, en fait, hein, parce que je te parle de ça, puis en même temps, dans notre communauté, il y a des gens aussi qui sont placés. Là. Oui, ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est toujours cet équilibre, puis de ce qu'on est capable de prendre comment, et puis de placer tout le monde et de regarder les besoins de chacun aussi à l'intérieur de ça. Mais je trouve ça beau parce que ça fait justement qui tu es, et ça fait un lien avec ma prochaine question. UV Assurance, 135 ans. Une entreprise de 1889. Et lorsque j'ai vu la vidéo sur votre site web, parce que j'ai pris le temps de vraiment... C'était une des premières préparations que j'ai faites. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a une vidéo au début qui parle des réformateurs, des bâtisseurs, des développeurs, des modernisateurs. Et on parle toujours des elders, on parle de ce qui sont les personnes qui sont venues avant nous, d'honorer, de reconnaître le travail qui a été fait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il y ait un musée, qu'il y ait... Puis là, je dis, j'ai pas pu aller le voir moi-même, mais c'est filmé, c'est là, c'est reconnu. Comment on arrive à... Comment on se sent déjà en tant que leader de ne pas avoir fait juste... table rase, je pars, puis j'avance avec ça, versus dire, je prends, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises actuellement, on a l'impression qu'elles sont comme déracinées parce qu'elles ont oublié. Donc, quel serait le conseil que tu pourrais donner et comment toi, tu vis ça au quotidien? Oui, ben c'est une très bonne question. Et j'ai surpris beaucoup de gens avec mon intérêt pour l'histoire de la compagnie, les origines, les moments difficiles aussi. Je me plaisais beaucoup à dire, il n'y a pas si longtemps, que c'était notre 2e pandémie chez UV Assurance, là, parce qu'on avait vécu la pandémie du début du siècle. Là. Donc, mais la recette autour de ça, puis j'ai pas beaucoup de mérite, là. C'est vraiment ancré dans la culture militaire. L'importance de l'héritage, l'importance de nos prédécesseurs. J'appartiens à un régiment canadien-français, le Royal 22e Régiment, qui est connu à travers le monde, qui est connu et respecté à travers le monde. Donc, oui, on a fait notre travail à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, à la guerre de Corée, en Afghanistan, plutôt tout récemment. Mais les membres du Royal 22e Régiment sont estimés parce que les gens connaissent l'histoire de ce régiment-là. Donc, pour moi, c'était facile de valoriser l'histoire d'UV Assurance pour bâtir, en fait, des assises solides. Et puis, dans une compagnie d'assurance, la longévité, c'est important. Donc, la meilleure façon de valoriser ça, puis de bâtir une notoriété autour de ça, ben, c'est de parler de notre histoire, une riche histoire. Puis, UV Assurance, c'est une belle histoire. Ça a commencé avec 12 Drummondvillois qui n'avaient pas beaucoup de moyens dans la vie. Ils ont décidé de s'unir pour former cette mutuelle d'assurance-là, qui existe encore aujourd'hui, puis qui est à peu près une des seules vraies mutuelles encore aujourd'hui au Canada. UV Assurance, ça demeure quand même la 5e plus ancienne compagnie d'assurance au Canada, la plus ancienne compagnie encore en opération à Drummondville. On est très, très fiers de ça. Et c'est un modèle qui a été résilient aux différentes guerres, aux pandémies, aux crises économiques. Et c'est un modèle qui fonctionne bien encore aujourd'hui. Le modèle coopératif, le modèle mutuel, c'est un modèle qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Puis plus que jamais, on sent chez les plus jeunes, en tout cas, l'appel vers toutes les initiatives entourant le combat au changement climatique, à la saine gouvernance, à l'importance de redonner à des organismes qui sont dans le besoin, le phénomène ESG en soi. Là, ça, c'est dans l'ADN des mutuelles et des coopératives depuis des dizaines, voire des centaines d'années. C'est le sujet de l'heure aujourd'hui, mais ça a toujours été une préoccupation. Donc, c'est un beau rendez-vous, honnêtement, notre 135e rendez-vous avec l'avenir, où je dis à tout le monde que c'était important de faire un high five aux 12 fondateurs, puis de perpétuer ce modèle-là. Puis au travers du musée qu'on a fait dans la hall d'entrée, puis qu'on continue à développer sur les différents étages de notre siège social, ben je veux conscientiser nos plus jeunes employés,
notre équipe, en fait, à cette grande richesse-là qu'on a entre les mains de perpétuer l'histoire de la compagnie. Et ça passe, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que je vous suis beaucoup. Ouais. Oui, il dit oui. Ouais. Oui, je like, puis je suis. Toutes les actions qui sont faites au niveau bénévole, justement, ici à l'international, parce que vous agissez un petit peu partout, de ce que j'ai vu, ça apporte certainement un sens d'utilité. Oui, oui. Au monde, aux équipes. Effectivement, un sens d'utilité, une grande fierté aussi. Au travers de Soco des Vies, qui est une coopérative internationale, en fait. Ça nous permet de réaliser des projets à l'étranger. Tout récemment, au Guatemala, il y a quelques années, c'est une usine de transformation de jus au Vietnam. Donc, on intervient dans des communautés relativement pauvres. On arrive avec de l'expertise, avec nos gens de chez nous qui viennent partager de l'expertise. Et évidemment, des fonds aussi pour aider ces organismes-là à se développer, à se prendre en main. De le faire chez nous aussi, c'est valorisant. Puis dans le cadre de notre 135e, ben on est en réflexion à savoir comment on va propulser ce mouvement-là, le mouvement mutuel, de mutuelle pour le faire connaître davantage, puis le valoriser auprès de nos assurés chez nous, mais auprès de nos partenaires avec qui on est en affaires aussi. Comment tu t'assures, parce que j'ai l'impression que l'humain est à chaque décision et dans tous les processus. Chez vous, je suis au courant qu'il y a la table des 10 commandements aussi, avec les valeurs, hein, je les ai ici. On parle d'engagement, coopération, excellence, bienveillance, d'arriver à insuffler, mais mettre des actions concrètes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans leur site web, voici mes valeurs, mais concrètement, moi, je les reçois en coaching, puis ils me disent, ils se sentent pas interpellés par la mission, ils se sentent pas interpellés parce que ça parle plus de chiffres que d'aide et d'utilité. Comment tu t'assures d'insuffler ça à chaque personne qui arrive, les nouvelles, et de continuer à motiver celles qui sont là? Ouais, ben c'est un travail de tous les instants. On s'entend, une culture d'entreprise, il faut s'investir, il faut faire du terrain. Évidemment, il faut intervenir auprès des gestionnaires, des leaders au sein de l'entreprise pour avoir une influence positive sur eux aussi. Dans les forces canadiennes, il y a beaucoup de formations qui se donnent et avant chaque promotion, on doit passer des formations en leadership, en gestion. Dans le privé, malheureusement, on n'a pas ça. Donc, il faut faire avec. Et ça, c'est un bon défi. Ça nécessite de s'investir davantage. Au sein de notre organisation, chez nous, on a passé à travers des étapes de transformation importantes dans les dernières années. Mais c'est avec l'appui de l'équipe qu'on a été capable de faire ça. Donc, je dirais qu'on est quand même chanceux. Il y en a qui disent en affaires que quand la marée est montante, c'est plus facile. Là. Fait que la marée est montante pour nous dans le sens où on est en croissance. À mon arrivée, il y a 9 ans, on n'était pas tout à fait une centaine d'employés. On sera bientôt 300. Donc, les projets de transformation et nos activités de croissance ont facilité la mise en place de cette culture-là parce que on a la chance de livrer des projets, livrer des résultats. Et ça, ça met les gens en confiance. Ça leur démontre aussi que la recette fonctionne. Fait que c'est valorisant. Mais la bienveillance en milieu de travail, c'est pas un combat de tous les instants, mais c'est un engagement de tous les instants. Et c'est pas facile. C'est pas facile. On voit les jeunes générations arriver avec une éducation différente, avec des réalités différentes, des cadres de valeurs différents aussi. Le multiculturalisme est encore plus présent. Donc, il faut savoir tirer profit de ça parce que dans mes dernières années au sein des Forces canadiennes, j'ai dirigé l'école de formation de base à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis pendant que j'étais là, il y a une vingtaine de milliers d'individus qui ont fait leur service militaire. Et j'étais le patron de l'école, puis j'avais la chance de parler à tout le monde. Et je peux vous dire qu'on a des beaux jeunes au Canada, là, qui viennent de n'importe quel horizon. On a des beaux jeunes, ils sont motivés, ils ont soif de leadership, ils ont soif de leaders qui sont inspirants, qui sont capables de prendre des décisions, de bien les guider. Et je pense que c'est ça la recette pour la bienveillance, c'est de prendre en charge nos équipes, les diriger, les amener à faire des réalisations, à apprécier ce qu'on a aussi à la fin de la journée, puis à les amener à être prêts à faire des petits sacrifices parce que c'est des gens qui n'ont pas toujours fait beaucoup de sacrifices, mais puis ça donne des bons résultats. Puis
quand ils ont besoin d'aide, je pense qu'il faut être là pour répondre à l'appel. Et ça fait toute la différence parce que, en tout cas, tous les jeunes que j'ai vus, à qui on a tendu la main, ils ont été extrêmement reconnaissants de ce qu'on a fait pour eux en termes d'accompagnement. Mais ça amène justement à en parler déjà de protection dès le début, de c'était qui les personnes autour de toi qui t'ont élevé, qui t'ont supporté. Tu parlais de Caroline. Et aujourd'hui, de pouvoir redonner cette protection-là, cette sécurité-là par rapport à tes équipes. Et ça me fait penser justement quand tu disais aussi tout à l'heure, tu parlais de détresse, d'arriver à lire la détresse chez quelqu'un. Et tu me disais quand on s'était vu la première fois, on était à table au lunch, puis tu me partageais l'événement avec une de tes employées qui vivait des moments d'intimidation, je pense d'harcèlement avec son homme, et que vous avez intervenu. Puis je te laisse raconter l'histoire parce que tu vas la raconter tellement mieux que moi. Mais je trouve ça, d'être allumé suffisamment pour voir, enfin comment t'as fait pour pouvoir déjà le spotter, parce que c'est pas tout le monde non plus qui sera capable de le voir. Ouais, mais on demande quand même à nos gestionnaires puis nos leaders d'être près de leurs équipes. Puis à la fin de la journée, on passe passablement de temps avec ces gens-là au travail. Même s'ils sont en télétravail, on partage nos journées avec ces gens-là. Donc, je pense que les gestionnaires de première ligne, là, de qui relèvent ces gens-là, c'est les personnes les mieux habilotées à peut-être voir des changements de comportement ou des changements d'attitude. Puis, il faut s'intéresser à ça parce que les gens vivent des situations particulières. Il faut dire que le gouvernement nous a pas laissé beaucoup le choix parce que ça fait maintenant 2 ans ou tout près de 2 ans, les employeurs ont l'obligation d'agir quand ils sont témoins ou lorsqu'ils remarquent des choses particulières. Puis, ce qui est une bonne chose de toute façon. Oui, exactement. On peut pas faire la sourde oreille sur ça. Donc, moi, j'ai toujours été de l'école où il faut intervenir, il faut prendre action. Puis un cas d'abus ou de violence comme ça, il faut agir et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris des dispositions pour que cette personne-là n'ait plus à travailler à la maison. Même si on n'avait pas de bureau à proximité, on a loué un espace, on lui a permis de sortir de la maison. Puis, on a facilité un départ aussi de cet environnement-là. Puis c'est arrivé aussi avec d'autres mères monoparentales qui vivaient des moments difficiles où on a posé des gestes simples. Puis des gestes à caractère financier aussi pour donner un petit coup de main. Mais ces gens-là sont extrêmement reconnaissants, puis ils se sentent redevables envers nous, alors que nous, en fait, on a fait ce qu'il fallait faire pour protéger ces gens-là. Puis aujourd'hui, je sais pas, la société vit ses propres défis. Probablement, il y a de plus en plus de violence puis de situations particulières. Donc, de pouvoir être capable d'intervenir dans des situations comme ça, je pense que comme employeur, comme humain, il faut avoir une grande fierté par rapport à ça, puis il faut être reconnaissant aussi parce que les gens qui ont besoin d'aide quand ils tendent la main, c'est plus facile, c'est pas tout le monde qui tend la main, mais d'être capable d'intervenir ou qui ose demander effectivement. Donc qui se laisse accompagner là-dedans, c'est un signe de confiance de leur part. Puis nous on se fait une grande fierté de prendre action, d'intervenir, puis de bâtir des conditions autour de ces gens-là qui vont leur permettre d'être heureux dans la vie, puis en retour d'être de bons employés chez nous pour les années à venir. Comment on se sent quand on arrive à voir tout ça et de le mettre en pratique, tu sais, parce qu'il y a toujours la notion de il faut être gentil avec son prochain puis l'aider, puis versus je mets les actions et je le fais. C'est juste l'émotion qui est montée tantôt, on le sent juste en parlant, puis je te connais pas beaucoup, mais je suis capable de gager ça, tu sais, ça te touche. J'ai l'impression qu'on ressort grandi de ces situations-là. Et pourtant, c'est pas la première, t'as vécu l'armée, moi je le fais à mon quotidien, mais c'est pas ce que tu as vécu, même si j'ai vécu la Côte d'Ivoire et certaines affaires. C'est valorisant, c'est sûr. C'est gratifiant aussi. Il y a pas si longtemps, je faisais des entrevues avec les gestionnaires chez UV Assurance. Je fais ça tous les 2 ans. Je passe tous les gestionnaires en entrevue. C'est quand même une 50aine d'entrevues là, où je prends le temps de rencontrer tout le monde pour une 30aine de minutes. Puis une de ces femmes-là qu'on a aidées il y a quelques années, elle est gestionnaire maintenant chez nous. Et puis, c'est il y a 2 semaines, lors de l'entrevue, qu'elle m'a remercié.
en larmes, pleine d'émotions. Ça faisait longtemps qu'elle voulait le faire, mais elle attendait le bon moment pour le faire. Puis là, on était dans un moment intime, juste tous les deux. Donc, pour elle, c'était le meilleur moment de faire ça. Elle voulait faire ça discrètement. Mais elle m'a quand même avoué que grâce à notre intervention, on a changé sa vie. Puis ça lui permet d'avoir une vie professionnelle dans laquelle elle peut s'épanouir. Puis ça lui permet de prendre soin de sa fille dans un environnement auquel elle n'aurait pas pu espérer à un certain moment. Donc, moi, c'est sûr que c'est gratifiant de voir ça, de voir ces réussites-là. Puis honnêtement, ça me rend fier aussi parce que, bon, c'est quand même le fun d'être capable de changer la vie des gens puis que ça fonctionne. D'avoir un impact, ouais. Exactement. Puis, je veux dire, dans ma vie personnelle, j'ai de mes copains qui sont revenus de mission. Il y en a d'autres qui sont revenus, mais ils sont pas tous là. Puis, ben, j'ai perdu des gens à travers tout ça aussi. C'est extrêmement difficile pour moi. Donc, peut-être que ça m'aide un peu aussi à compenser pour ces pertes-là qui ont laissé des traces un petit peu, puis qui font de moi un homme peut-être un peu plus vulnérable par rapport à ces situations-là, où quand les gens ont besoin d'aide, j'aime bien intervenir. Là, t'as dit plein de choses, mon cerveau est en train de faire ça. Je vais revenir sur... Ce serait quoi les actions simples qu'un leader pourrait faire, et puis à tout niveau, là, c'est peu importe l'endroit, qui pourrait faire, ou des questions à poser concrètes. C'est-tu un sourire? C'est-tu de demander comment vas-tu ou comment tu te sens aujourd'hui? Ce serait quoi, selon toi? Oui, ben, je pense que les leaders, à tous les niveaux, se doivent de faire du terrain, de connaître les gens. Puis, pour moi, j'ai déjà eu des milliers de personnes à ma charge. Là, j'en ai 300. Les gens vont dire, bon, c'est facile. Mais il faut dire bonjour. Il faut être de bonne humeur. Puis oui, il faut demander comment les gens se sentent. Puis, sauf qu'il faut pas faire ça une fois par année, parce que si vous le faites une fois par année, les gens vont être cordiaux, puis ils vont bien répondre, puis ils vont être gentils, mais... Il n'y a pas de lien qui se tisse une fois par année. Exactement. Il faut le faire un peu à répétition. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je choisis quelques personnes à travers l'équipe lors de ces visites-là, où je vais approfondir mes connaissances par rapport à cette équipe, par rapport à ces gens-là. Fait que je vais en choisir 4-5, là, parce que bon, j'essaie à tous les 2-3 mois de faire une petite tournée, et je vais en choisir quelques-uns à chaque fois. Donc, d'une fois à l'autre, j'en connais un petit peu plus sur quelques personnes. Puis c'est étrange ce que ça fait, mais en s'intéressant à une personne, on en apprend sur les collègues de travail autour aussi, donc c'est bénéfique. Et les gens me le disent et me le redisent à chaque visite. Ils sont contents de me voir. Donc, ils sont contents de voir le PDG, ils sont contents se rendre accessible en tant que patron, ça l'envoie un message très fort à l'équipe, là. Donc, on parlait tantôt des 10 commandements ou des valeurs de l'entreprise. Ben, se rendre accessible, ça vient rendre tout ça réaliste. Et ça crée des attentes aussi, parce qu'il y en a qui nous demandent des choses. Donc, quand on est capable d'intervenir à la suite d'une requête qui a été faite, ou quand ne serait-ce que de donner des explications par rapport à une décision qui a été mal comprise, ça permet de faire le point. Puis il y a des choses qui me sont demandées des fois qui sont très, très simples à régler. Et là, ça met toutes les équipes en confiance, parce que on parle au patron, puis il se passe vraiment quelque chose, là. Donc, oui, puis ça leur apprenne aussi à te connaître aussi, parce qu'au final, Exactement. C'est un win-win pour les deux. Toi, tu apprends à les connaître, mais eux aussi, ils apprennent que tu es humain, que tu es parlable, que tu écoutes, et qu'il y a... En plus de ces visites-là, chez nous, on fait ce qu'on appelle les branchés. Donc, à tous les trimestres, là, on fait un appel Teams, une rencontre sur Teams. Les tranchés, je faisais... Oui, c'est ça. Ouais, ben là, c'est pas les tranchés, c'est vraiment les branchés. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y aurait un lien à faire que j'ai pas fait, honnêtement. Mais oui, on va dans les tranchés, en fait, c'est ce qu'on fait, là. Ben, c'est parce que c'est creusé. C'est là que ça se passe. Parce Exactement. que sinon, on est tellement superficiel qu'on dit, bon, ben, ça va, oui, ça va. Ça va-tu vraiment aujourd'hui? Oui, exactement. Puis, il y a pas si longtemps, en fait,
il y a 1 mois et demi, on a fait un lunch. Ça a duré quand même une 60aine de minutes. Et j'ai fait le point un peu sur la situation mondiale. Donc, les conflits dans le monde, la situation macroéconomique, un peu de mise en contexte autour de ce que le président des États-Unis est en train de faire, ce qu'il s'apprête à faire dans les prochains mois, les prochaines années, comment ça nous impacte chez nous, qu'est-ce que ça peut générer comme défi. Et ça, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Les employés apprécient ça. Donc, le fait de leur parler dans des forums peut-être un petit peu mieux organisés, mais où on s'adresse à eux, puis on vulgarise un peu qu'est-ce qui va se passer autour de ça, ben c'est réconfortant pour les gens aussi. Et tu restes encore sur le terrain au final, parce que tu vas chercher l'info et tu reviens. Et ça me fait penser au chef de police de Ville de Montréal, Daguerre, qui est allé, Monsieur Daguerre, qui est allé dans les cellules pendant une semaine ou je sais pas, quelque temps pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment ça se gère tout ça. Mais ça, c'est un modèle de leader qui est sur le terrain, qui connaît son monde. Exact. Et c'est ce qu'il faut faire. Et même dans les grandes entreprises, je pense qu'il faut pas négliger l'impact que ça a. J'ai dirigé des grandes équipes là, où je me suis forcé à faire ça. C'est très exigeant, mais ce contact-là était essentiel pour moi, pour bien diriger l'organisation, parce que là, j'étais capable de prendre la température de l'eau puis de savoir si le message passait, puis si les initiatives en cours avançaient aussi, puis c'était quoi la perception des gens par rapport à ça. Ça amène à un autre point, parce que tu as parlé tout à l'heure des pertes que tu avais eues et de la vulnérabilité. D'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe, de ramener l'information, de voir comment tes équipes réagissent, ça les amène eux en mode vulnérabilité, parce qu'on est tous en train de regarder notre panier d'épicerie, on est tous en train de réfléchir. Ok, j'ai invité à souper, je fais quoi moi ce soir comme repas? Et c'est tout, ce sont des petits stress qui sont au quotidien. Puis moi, c'est parce que je parle à énormément de monde aussi comme toi, et je le vois, ce stress là, j'ai la chance de pouvoir avancer dans l'abondance, mais c'est pas tout le monde. Et quand on vit justement ce que tu as vécu, de perdre des amis, de perdre des collègues, de voir aussi ce qui se passe dans le monde, comment toi tu rebondis, toi en tant que personne? Tu sais, oui, de faire du bien, tu dis ça compense, mais comment t'adresses? Moi, je dis toujours, on a un petit soi intérieur là qu'on doit apprendre à gérer. Tu sais, tout à l'heure, on est rentré, j'ai dit, OK, là, on va se mettre en mode respiration. Là, j'avais besoin. Je sentais que tu en avais besoin. On a pris ce moment-là avant de repartir. C'est comment tu l'adresses, ce petit Christian-là, intérieur, quand ça brasse, quand ça chamboule? C'est une bonne question. Pas une réponse facile non plus. Puis il n'y a pas de bonne réponse, là. C'est la tienne. Mais c'est la tienne. Je suis pas parfait, donc je pense que je suis pas tellement bon à gérer ça, honnêtement, là. Donc, quand je vis des situations plus difficiles, des situations de tension, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même, à vivre ça plus moi tout seul. C'est pas facile pour mon entourage, là, parce que mes proches sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, j'en jase pas vraiment ouvertement non plus, ou j'essaie d'en jaser, mais je suis moins habile, là, donc d'arriver à mettre des mots là-dessus aussi, peut-être. Je suis peut-être un genre de cordonnier mal chaussé pour ça, honnêtement, là. Pourtant, tu as la safe space, tu l'as avec Caroline, tu l'as avec certaines personnes. Oui, tout à fait, mais même encore là, c'est pas évident. On veut pas nécessairement amener tous nos problèmes dans la vie familiale, puis auprès des gens qu'on aime, là. Puis peut-être en faisant ça de façon moins habile, ça rend pas service non plus, là. Donc, c'est pas facile de dissocier tout ça puis de faire le ménage avec ça. Des fois, j'essaie d'enterrer ça profondément au fond de moi, puis est-ce que c'est la bonne façon? Je le sais pas, honnêtement, mais j'aurais peut-être exploré des meilleures façons de véhiculer tout ça. On a, je crois, les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, des défis multiples. On est encadré maintenant par des conseils d'administration, des règles de gouvernance très strictes. Dans le monde de la finance, c'est un environnement qui est encadré de façon rigide, qui
En fait, il y a plus de réglementation à chaque année, ça met plus de pression encore. Il y a des attentes à des résultats tout le temps en continu. C'est pas facile de jongler avec tout ça, de garder l'humain au centre de nos priorités, puis de préserver cet humain-là aussi. Puis après ça, d'avoir un équilibre, là, parce que bon, cette charge-là, il faut la gérer. Puis ça vient par période dans l'année. Fait que ce serait faux de dire que ça va bien tout le temps. Il y a des périodes plus exigeantes que d'autres. Je montre pas nécessairement toujours ma vulnérabilité dans ces moments-là. J'aurais peut-être avantage à le faire en parlant comme ça, mais en fait, il faudrait voir. Faudra le tester parce qu'au final, ça va faire de toi un humain encore plus et un leader encore plus inspirant, à mon avis. Oui, tout à fait. Et ça va être l'équilibre entre la charge de travail et la vitesse qu'on veut donner aussi, parce que souvent on veut. Et le changement de procédure, il est fait. Il faut. Oui. Mais on peut-tu respirer à l'intérieur du changement de procédure? Puis je te donne un exemple comme ça là, mais il y en a tellement où on s'en demande tellement vite, on veut arriver vite. Comme là, je tourne des entrevues, puis là, je veux les réécouter assez vite tant que c'est frais pour aller extraire ce dont j'ai besoin pour vous faire briller tout le monde. Mais en même temps, il y a un rythme aussi de ce que je suis capable de prendre, faire le montage, aller extraire pour en parler sur les réseaux, etc. Donc, c'est toujours cet équilibre-là. Puis, tu sais, je te parle de ça, je forme en gestion des émotions et du stress, comme tu sais. Puis, il m'arrive d'être cordonnier mal chaussé. Enfin, tu sais, t'es arrivé dans le studio, j'ai eu à replacer, à revalider, à revalider, à revérifier 2, 3, 4 fois, m'assurer. Et j'ai eu besoin moi-même de respirer avant de repartir sur je change de cerveau, là. C'est plus le cerveau technique, c'est le cerveau entrevue. C'est pas la même énergie. Et quand on va sortir de là, je serai en mode technique pour m'assurer d'eux. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, ça va très, très vite. C'est ça. Et on dirait que dans cette vitesse-là qui nous anime tout le temps, parce que notre environnement autour, tout va très vite. Nous, on veut aller vite aussi. Et on manque de recul. Donc, il faut se procurer du temps. Il faut s'allouer du temps, je pense. Et ça, moi, je deviens mieux qu'avant. Là. Je m'améliore là-dedans. J'ai encore du travail à faire. Je fais des rechutes aussi, mais je crois que je m'améliore. Mais ça m'inquiète pour les générations montantes. Comment ils vont faire pour récupérer du temps? Écoute, tu vas pas m'aimer. Moi, je dis à tous mes coachés, mets donc la pédale, tu sais, le pied sur le frein, parce qu'au final, c'est pour gagner plus d'argent. Qu'on va vite. L'humain, il est où? Tu sais, si on mettait, 5 jours de plus dans nos délais, oui, il y a peut-être l'argent qui va rentrer 5 jours de moins vite. Mais à la fin de la journée, la différence serait pas si grande que ça. La pérennité de ton entreprise, elle sera là après nous. L'humain, il va respirer. Puis je parle de ça pour tes petits-enfants, pour mes enfants, pour... Oui, parce que c'est inquiétant quand même. On peut pas rouler à cette vitesse-là tout le temps. Espérer de rester en santé, puis de profiter de la vie, parce que, arrive le week-end, on est fatigué, on se repose, la semaine recommence. Les semaines passent comme des coups de vent, puis il y a des attentes par rapport, on le disait tantôt, la réglementation, les projets et tout ça, mais donc il faudra trouver des stratégies pour être capable de prendre le recul et se donner du temps aussi, là, parce que pour moi, c'est une préoccupation. C'est ça. Moi, je vois vraiment des pédales de frein dans toutes les entreprises où tranquillement je demande. Puis c'est une bonne idée. Effet domino, là, ça va comme forcer un petit peu plus haut à diminuer aussi pour qu'après les gouvernements disent eux veulent plus. OK, on va se rajouter du temps. On s'entend que je serai pas là pour voir les effets. Je serai plus là, mais tranquillement. Je me dis dans 100 ans, il y a peut-être quelque chose de différent qui va changer. Avant ça, à mon avis. On se le souhaite. On se le souhaite. Même pour nous, on se le souhaite. Qu'est-ce que tu dirais si tu croisais le petit Christian de 7-8 ans par rapport à où est-ce que tu es aujourd'hui? Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question. En fait, ça me fait penser à une entrevue que j'avais faite au début des années 2000 pour un processus de sélection pour un emploi de haut niveau dans les forces canadiennes. Puis, on m'avait posé comme question, quels sont les 10 événements de votre vie qui ont façonné l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Puis, il me semble, j'aurais le goût de dire ça à ce petit Christian-là, de dire, ben écoute, ces événements-là ont permis de faire en sorte l'homme que tu vas devenir, là. Puis dans ça, il y a des bonnes leçons. Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Il y en a quelques-unes, honnêtement, avec du recul. Peut-être que je lui donnerais ces conseils-là de considérer ça, là. Mais somme toute, j'ai été très privilégié dans la vie, moi, donc je lui tendrais la main pour dire, ben amuse-toi, profite-en pleinement, là. Puis j'ai eu la chance de faire ça, puis j'ai encore la santé aujourd'hui, donc je suis extrêmement reconnaissant à la vie pour ça. Donc, ouais, je lui dirais ça. Je lui dirais ça. C'est beau, c'est beau. Puis quand on est enfant, on a ces moments privilégiés avec soi et avec les autres, tu sais, pour pouvoir se nourrir intérieurement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as ces personnes-là, tu parlais de Caroline, mais certainement d'autres personnes ou des hobbies que tu fais qui permettent de nourrir la personne que tu es intérieurement? Oui. Oui, j'ai des gens dans mon entourage. J'aimerais avoir plus de passe-temps que j'en ai présentement, là, mais je cultive quand même des passions que j'aime et tout ça. Puis oui. Puis j'éprouve beaucoup de plaisir à partager avec mes enfants, avec nos amis, avec ma conjointe, là, ces moments-là. Puis ça nourrit mon intérieur grandement, là. Mais j'ai la sensation aussi que, étant donné que tu aimes ton travail et ce que tu fais, et que tu as amené ce code de vie, tu as amené les impacts sur les autres, l'humain dans l'organisation, au final, ça nourrit aussi à temps plein ce que tu fais. Oui, il y a la vitesse, oui, il y a les changements, oui, il y a les droits, les devoirs, les obligations, mais il y a des moments de bonheur, on dirait, enfin, de ce que j'ai l'impression dans tes journées où ça nourrit aussi l'être que tu es, de voir, d'avoir écouté, d'avoir pris le temps de parler. Donc, c'est comme le travail et le personnel qui se nourrit mutuellement. Je pourrais peut-être... En fait, ce que j'aurais à dire sur ça, c'est que j'ai eu l'opportunité de transformer des organisations au sein de la Défense nationale. Lorsque j'ai débuté ma carrière d'homme d'affaires aussi à la Corporation du Fort Saint-Jean, puis chez UV Assurance, je pense qu'autour de ces projets-là de transformation, il y a quelque chose qui m'anime là-dedans, de bâtir des équipes qui vont être capables de faire ça et de relever ces défis-là. Je pense que c'est ça qui m'anime au travers de tout ça, là. Ben, c'est ça. Donc, ça reste aussi au quotidien. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on travaille pas vraiment. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on voit pas le temps passer. Oui, effectivement. c'est comme une boucle sans fin. Je finis avec un petit jeu. Termine ces phrases, puis c'est vraiment ta phrase. C'est toi qui la crée comme tu veux. La paix, c'est... Mais la paix, c'est la bonne entente dans le monde, dans l'univers. C'est ça pour moi, la paix. Et j'espère un jour qu'on aura cette paix-là. J'ai vu des atrocités qui m'ont montré le contraire, malheureusement. Au Canada, on vit dans un pays extraordinaire ici. Les gens sont plus ou moins conscients de ce qui se passe vraiment dans le monde, à part de le voir au bulletin de nouvelles. Mais j'espère qu'on aura la paix dans le monde un jour. Je te suis là-dessus. J'ai tellement de questions encore que je pourrais amener, mais je crois que... Je crois que les jeunes qui vont nous remplacer dans quelques années vont vraiment faire du bon travail. J'ai confiance en la jeunesse, je crois en la jeunesse, et ces gens-là vont amener notre pays à des endroits inespérés présentement. Il y a des défis de leadership un peu partout dans le monde, puis il y a des beaux jeunes qui poussent, qui nous montrent un leadership incroyable. Puis ça me fait penser à Gabriel Attal là, aux États, en France en fait, là, qui est un homme exceptionnel, là. Donc, je crois que les jeunes vont prendre ça en charge, puis ça va s'en aller à la bonne place. Mais ils l'ont facilement, logiquement. C'est d'une simplicité. J'aime beaucoup. Ça donne espoir, en tout cas. Tout à fait. Ça donne espoir. C'est plein d'espoir. Et puis, ça va être aussi notre manière à nous d'encadrer nos jeunes aussi vers les choses les plus utiles et les plus importantes. De jouer cet encadrement-là. Mon travail, c'est... Mon travail, en fait, c'est d'aider les gens qui relèvent de moi en leur donnant les ressources, la possibilité de se réaliser pour rencontrer les objectifs de l'organisation. C'est ce que je fais au quotidien, là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christian? La santé.
j'espère avoir la santé pour profiter de mes proches encore longtemps, puis de vivre une retraite en santé. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette entrevue, Christian. À vous qui nous écoutez, c'est à vous de jouer. Prenez des notes. Vous avez des personnes extraordinaires qui viennent sur ce podcast-là. Prenez des notes et osez faire les choses différemment. Osez l'humain parce que c'est entre vos mains. Moi, je fais ma part. Je vous les donne, ces entrevues-là. Si vous aimez, likez, commentez, ça m'encourage et ça montre que vous êtes là, que vous êtes présent et que je suis à votre écoute aussi. Mais au-delà de ça, l'important pour moi, c'est que vous passiez à l'action et que vous aussi, à votre manière, où vous êtes, à peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, que vous ayez cet impact-là pour une personne, un enfant, une personne âgée, une équipe de travail, un employé, un collègue, la personne que vous croisez à la banque, au supermarché, peu importe la personne que vous allez croiser, c'est à vous de jouer. Alors voilà, merci infiniment, Christian. Merci Zara, bon succès. Merci.